en faisant l'histoire du mot démocratie, l'énigme que j'essaie de résoudre, c'était de voir, mais du coup, puisqu'aujourd'hui on appelle la France ou les États-Unis ou le Canada des démocraties, ben, à partir de quand les élites et pourquoi les élites ont décidé d'utiliser le terme pour parler du régime lui-même. Et donc, je ne vous ferai pas cette histoire parce que ça, c'est l'autre livre, mais disons que vers 1830, 1840, aux États-Unis et en France, il y a quelque chose d'à peu près similaire. Évidemment, il y a des différences qui survient, qui est que les élites réalisent que d'un point de vue électoral, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing politique, même peut-être du populisme, c'est que d'un point de vue électoral, elles réalisent qu'en fait, se dire démocrate et parler de la démocratie, ça fonctionne pour séduire l'électorat masculin à l'époque. Et on voit dans les textes de l'époque, 1830-1840, en France et aux États-Unis, Blanqui, par exemple, pour la France, et des journaux, en période de campagne électorale aux États-Unis, le disent explicitement, c'est même pas moi qui ai fait un travail d'analyse, là, j'ai simplement retrouvé les textes, qui disent le mot démocrate, personne ne peut être élu sans se dire démocrate aujourd'hui. Mais évidemment, cette démocratie, ce n'est plus Athènes, c'est maintenant le régime électoral. Et donc, moi, en tant que commentateur ou analyste ou interprète de ce débat autour du sens du mot, moi, j'étais en déficit d'un mot pour parler d'antidémocratisme. Parce que si je disais les acteurs dont je parle sont antidémocrates, au fil du livre, on ne savait plus si antidémocrate, c'était être contre la démocratie directe ou être contre le régime républicain, puisque le sens du mot, ce qu'il décrivait, avait changé. Et c'est là que j'ai eu cette idée de prendre le terme à la psychologie l'agoraphobie politique, parce que ce que je voulais désigner, c'était vraiment cette peur de la démocratie directe, ce qu'on appelle directe aujourd'hui. Et je me suis dit, agoraphobie politique, ça fonctionne, je pense, même s'il y a ce risque, effectivement, qu'on renvoie la posture à simplement une question d'affect, ce qui n'est pas problématique, les affects en soi, mais effectivement, ça limite un peu l'analyse et la compréhension de ce que j'essaie d'expliquer, parce qu'aussi, il y a une question de rapport de force, il y a le contrôle des institutions, c'est pas simplement une question de sensibilité non plus. Mais en même temps, quand on va dans les textes, et là, je ne suis pas dans la tête de chaque acteur à chaque moment quand il parle, quand il prend une position, mais il y a quand même des façons de parler de cette démocratie directe qui évoquent quand même la peur, c'est une menace. Et puis, finalement, j'en suis venu à ajouter aussi, c'est du mépris et c'est de la haine. Donc, il n'y a pas juste la peur, il y a mépris et haine du côté de l'agoraphobie politique. Mais clairement, c'est évident, et j'espère que j'ai à peu près réussi mon coup dans le livre, c'est que ce n'est pas simplement une question de sensibilité, c'est aussi dans un débat rhétorique, donc j'essaie de mettre une rhétorique contre l'autre, en une sorte de face-à-face, et puis aussi j'essaie de démontrer que tout ça, eh bien, il y a des enjeux matériels concrets. Il y a des gens qui veulent le pouvoir, il y a des gens qui veulent que le pouvoir soit en partage, il y a des gens qui veulent des institutions plus verticales, il y a des gens qui veulent des institutions horizontales. C'est vrai en politique, c'est vrai dans le travail, c'est vrai. Donc, c'est pas simplement une question de sensibilité dans notre salon ou avec des amis où on se dit, ah, je préfère ceci ou je préfère. C'est pas un choix de couleur, quoi. Et puis, si je peux juste compléter rapidement, ce que j'ai réalisé aussi, mais ça, c'est vraiment plutôt à la fin de mon travail. J'ai lu une américaine, une anglaise, pardon, Sarah Ahmed, qui a beaucoup travaillé sur la question des émotions et de la politique. Malheureusement, je pense que ses travaux ne sont pas traduits en français, ou peu. Et elle a fait un travail réellement intéressant sur la question des émotions en politique, c'est qu'elle montre le caractère dialectique dialectique de chaque émotion. Donc, elle travaille par exemple sur la question du nationalisme et du racisme, par exemple. Et j'ai essayé de faire un peu ce travail ou en tout cas d'ouvrir la réflexion à cette possibilité que si vous êtes agoraphobe, dans le sens où je l'emploie, c'est-à-dire que vous avez peur, que vous détestez ou que vous méprisez la démocratie directe, c'est aussi probablement que vous aimez, en fait, d'une certaine manière, des chefs. Vous aimez une certaine hiérarchie, vous aimez... et ça peut être et il y a différentes raisons pourquoi vous pouvez aimer avoir des chefs. Vous pouvez penser que vous pouvez être pour le communisme, ou vous pouvez être pour le fascisme, ou vous pouvez être pour la démocratie, ou pour une monarchie, ou pour une aristocratie. Il y a plein de types de chefs qui ont plein de projets différents, évidemment, mais probablement que vous pensez... Donc, aimer, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être pas seulement aimer, mais vous pensez que c'est important, vous pensez que c'est comme ça que l'ordre fonctionne. Et à l'inverse, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les agoraphiles, donc ceux qui sont les partisans d'une démocratie directe, ou qui sont des anarchistes, ou qui pratiquent la politique des assemblées, c'est pas simplement qu'ils aiment ou qui sont loyaux ou qui sont émus par le fait d'être assemblés ensemble, mais généralement, je pense, ils sont aussi phobiques des chefs. Ils sont aussi très critiques, même ils peuvent les détester, ils peuvent les mépriser, ils peuvent avoir une haine pour les chefs, pour la verticalité, pour la hiérarchie, etc. Donc, dans chacune des deux positions, il y a aussi, on pourrait dire, en termes affectifs, en termes d'affect, il y a son contraire.